On fait un premier gros licenciement économique où on passe à une 60aine de personnes. Et il s'accompagne aussi de la fermeture de pays, donc l'Espagne et les Pays-Bas qu'on avait ouverts il y a quelques mois. On est obligé de prendre cette décision en tant qu'entrepreneur, même si c'est une décision qu'on n'a pas envie de prendre et qui est forcément super compliquée. On est aussi super agréablement surpris de voir que les équipes nous en veulent pas du tout, mais au contraire, sont super contentes d'avoir participé à l'aventure Farmitou. Donc je pense que à ce moment-là, ça nous conforte dans le fait que ce soit une décision dure, mais que ce soit la bonne décision. Bonjour, je m'appelle Mathilde François, j'ai 32 ans et je suis la cofondatrice de Farmitou, le magasin en ligne de l'équipement agricole pour tous les agriculteurs en Europe. En 2016-2017, je pars pour 1 an en mission de mesure d'impact social. On crée une association avec 3 autres filles et on part entre l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine pour faire ces missions auprès d'ONG, d'associations et de fondations. Et en parallèle, je suis mise en contact par Vera, la cofondatrice de Singulart, avec Denis Fayolle, qui est un serial entrepreneur et aussi le cofondateur de La Fourchette. Il cherche de nouvelles associées pour monter des startups. Et à ce moment-là, on fait en début 2017 un premier Skype de rencontre, puis un second, puis un troisième. Et Denis me dit j'ai super envie qu'on se rencontre pour voir si on peut monter une boîte ensemble. On peut se voir au mois de juillet. Et à ce moment-là, je suis encore en Amérique latine et en Équateur. Et donc, il prend un billet d'avion pour venir le week-end en Équateur. Et on se rencontre à Quito pour le week-end. Je passe toutes sortes d'entretiens et de questions sur tout type de sujets. Et on se rend compte qu'on a très envie de s'associer ensemble. Et que du coup, en rentrant en France en septembre 2017, c'est le moment où on va commencer à penser à une idée de boîte. Denis, il est spécialisé sur les sujets de marketplace, e-commerce avec une dimension internationale. Et dans son modèle, il s'associe avec une entrepreneuse qui va amener un secteur. De mon côté, le secteur agricole, c'était vraiment un secteur je viens pas du tout du secteur agricole, mais ça me tenait à cœur et ça me touchait parce que j'aime beaucoup le secteur et ce que font les agriculteurs aussi. Je trouve que leur métier, c'est leur vie et leur passion et je suis hyper admirative de ça. Et donc, je savais que je voulais avoir une boîte qui ait de l'impact et de l'enjeu dans le secteur agricole. Après quelques semaines d'études de marché, de rencontres, d'interviews, on arrive au modèle de Farmitou. Et Farmitou, on est un site de vente d'équipements agricoles avec 2 spécificités quand on lance la boîte. La première, c'est qu'on décide de se lancer directement en France, Allemagne, Italie, ce qui n'est pas forcément commun pour un lancement. Et la seconde, c'est d'être vraiment en direct avec les fabricants d'équipements agricoles. C'est un secteur qui est très intermédiaire, donc on veut pouvoir apporter à la fois des prix qui soient compétitifs sur le marché et à la fois une offre qui soit importante pour l'agriculteur en ligne. Et donc on se lance sur cette idée-là. Et dans le modèle de Denis, il fait des associations qui sont mixtes. Donc je pars à la recherche d'un co-CEO et cofondateur de Farmitou et je recrute Grégoire Casoeto qui est donc mon associé et co-CEO de la boîte avec moi. Et je recrute également Pierre Ducoudray, qui est notre CTO et va s'occuper de tout le développement de la plateforme. Et donc là, on arrive
On crée la structure, on arrive en mars 2018 et pour se lancer, on réalise une première levée de fonds en seed auprès de la BPI, auprès de Business Angel et de Denis Fayol également. Et avec cette première levée, on arrive à poser bien le modèle, à faire de premières maquettes du site, à faire nos premiers partenariats et à recruter nos premières équipes. Et donc on a de premiers Italiens, de premiers Allemands qui sont les toutes premières personnes de Farmito et qui nous accompagnent pour les partenariats. Et bien sûr le lancement du site qui se lance dans ces 3 pays-là en août 2018. C'est un choix de notre part de développer toute la plateforme from scratch. Et donc, c'est Pierre qui développe tout le site. On a très envie à ce moment-là de faire de Farmito un site qui soit très complet, qui soit à la fois très intuitif et très facile d'utilisation pour les clients. Et surtout, à cette époque, il n'y a pas énormément de sites en ligne avec du matériel agricole et encore moins avec une technicité forte. Il faut s'imaginer du matériel, des pièces détachées qui ont des compatibilités avec des machines et des modèles. Il existe des dizaines de milliers de références et on arrive vraiment à simplifier toute cette information-là sur le site Farmito. Et donc en lançant le site Farmito au mois d'août, on est super content de lancer notre activité. On se rend compte que après une première année de travail, c'est quand même impressionnant de voir un site et déjà un petit peu comme son bébé qui prend forme et qui est lancé. On a d'ailleurs notre première commande de produits qui est faite par Denis sur la plateforme. Et en fait, notre fournisseur se trompe et envoie le produit sur l'île de la Réunion. Donc, on se dit que c'est quand même pas gagné cette histoire si la première vente se passe comme ça. Et donc, on avance dans la croissance de Farmito au fur et à mesure. C'est une période très riche en partenariat avec des fournisseurs, en rencontres, en premier contact aussi avec les clients. On a des clients agriculteurs, bien sûr, mais on a aussi on a eu un prêtre qui nous a appelés pour mettre un effaroucheur dans une église. Donc on a plein de petites anecdotes assez marrantes sur le sujet. On a aussi parfois des sujets de langue. Une des anecdotes de la boîte, c'est une employée de chez Farmito allemande qui n'est pas là une fois une journée. Le téléphone allemand qui sonne. Et donc, je réponds au téléphone en anglais en essayant de dire en anglais que la personne n'est pas là et qu'ils peuvent nous laisser un mail, mais je comprends bien qu'en face ils parlent pas anglais, et donc je vais sur Google Translate pour chercher la traduction en allemand. C'est pas du tout une langue que je connais, et donc je baragouine comme je peux la traduction littérale en allemand, et donc ça fait beaucoup rire les équipes. Et donc on est en septembre 2018 lorsqu'on lance le site. On est une équipe de 7 personnes avec nous trois, Grégoire, Pierre et moi. Amélie aussi qui est notre première recrue en développement. Et puis après Sema, Christina, Marco, des Italiens et Allemands. Et pendant quelques mois, on a toute une phase de croissance et développement de la boîte avec de nouveaux recrutements qui se font, des changements de bureau aussi, parce que c'est vrai que on se rend compte en start-up que le nombre de personnes qu'on est évolue assez rapidement, et donc on doit souvent changer de bureau, et on est dans les bureaux d'autres start-up de Denis. Donc c'est intéressant aussi d'avoir des modèles aussi de startups qui ont un petit peu plus d'existence que nous, avec plus d'employés, et c'est très rassurant en fait pour nous de savoir qu'on peut poser toutes les questions et toutes les préoccupations qu'on a à ces autres entrepreneurs autour de nous. Et au bout de
je dirais, de 2 ans, on arrive à une équipe de 20 personnes, puis 25 personnes, puis 30 personnes. Et donc pour nous, c'est assez dingue en fait comme moment de se dire que ça part d'une idée, et là on arrive avec une équipe avec beaucoup de monde. C'est à la fois très excitant et très enrichissant. On apprend, enfin j'apprends énormément de cette période-là. Pareil aussi le fait de, au début, manager chaque personne dans l'équipe, et puis après de pouvoir recruter des personnes qui deviennent managers, donc de former des futurs managers d'équipe, c'est super enrichissant. Et donc on a effectivement des personnes qui nous ont suivis sur l'aventure pendant 3, 4, 5 ans, et qui ont commencé en travaillant au tout début avec nous, et qui après ont managé des équipes de plus en plus grosses chez Farm.to. Et donc on fait une autre opération financière en 2020 pour nous aider à faire aller dans la prochaine phase. On savait que on avait envie de grandir et de développer encore plus la boîte, et on avait des fondamentaux qui étaient assez solides, à la fois en termes de partenariat, de clients, de traction. On sentait qu'il y avait vraiment quelque chose qui était en train de se produire, qu'on commençait à connaître de mieux en mieux et nos produits et les centres d'intérêt de nos clients, et de voir que la pièce, notamment la pièce détachée en ligne, ça cartonnait, et on avait une solution technique qui répondait vraiment aux enjeux du moment. Et donc en 2021, on se fait accompagner par un leveur de fonds pour préparer une levée de fonds en Series A. On fait, je crois au total, 70 rendez-vous avec des investisseurs. Donc c'est une période qui est à la fois ultra excitante, parce qu'on se rend compte que on rentre un peu plus dans la cour des grands, et à la fois c'est assez épuisant en fait de faire ces rendez-vous. On a des journées où on a 5 pitchs d'1 heure avec des investisseurs, soit en face à face, soit en visio. On est début 2021, donc c'est aussi l'après-Covid, donc on travaille de plus en plus en télétravail, et on a appris à travailler aussi en équipe, plus à distance. Et donc, on a ces 70 rendez-vous avec des investisseurs. Il y a forcément des coups de cœur, des investisseurs avec lesquels on crée des liens, et on se dit que on serait super content d'être accompagné par ces investisseurs, parce qu'on trouve qu'ils ont de très bons réflexes et qu'ils sont super forts aussi. Et on arrive du coup été 2021 à faire notre série A de 10 millions d'euros. À ce moment-là, on se rend pas trop compte de ce qui nous arrive. On est super content d'avoir réussi et d'avoir traversé un peu toute cette phase et toute cette étape de rendez-vous levée de fonds, et à la fois super fier de voir que la boîte qu'on est en train de construire est en train de vraiment prendre du galon, et on sait que maintenant, c'est pas du tout la fin, c'est un peu tout le début où on va devoir, dans les prochains mois, exécuter encore plus et encore plus vite. On est vraiment sur une notion, je pense, à ce moment-là il faut aller assez rapidement, et avec une stratégie qui est une stratégie de croissance, donc croissance du volume d'affaires, et donc pour accompagner cette croissance, de recruter beaucoup de nouvelles personnes dans l'équipe. Et en quelques mois, on passe de une trentaine de personnes dans l'équipe à plus de 90 personnes. Donc on a des journées où parfois je regarde mon agenda en cette fin 2021, et j'ai des journées où j'enchaîne 9 entretiens de recrutement dans la journée, en français, en anglais, sur des postes différents. Donc on passe vraiment
je pense, 4 mois entre septembre et décembre avec mon associé Grégoire à recruter et de se rendre compte que la boîte est en train de grossir et surtout de s'entourer de personnes clés pour faire MeToo qui vont être les managers de certaines équipes qui sont beaucoup en train de grandir. C'est à la fois très excitant, à la fois un peu impressionnant de se dire que on a une équipe aujourd'hui qui est une équipe de 90 personnes avec 10 nationalités différentes et 7 pays de vente. On avait commencé en France, Allemagne, Italie. On a ouvert en 2020 assez rapidement la Belgique et l'Autriche. Et là, en 2021, on ouvre l'Espagne et les Pays-Bas. Donc ça devient quasiment une auberge espagnole en fait dans l'équipe. Et on a une très très bonne ambiance d'équipe à ce moment-là. Tout le monde, on sent que tout le monde est très impliqué et à la fois aime l'atmosphère, l'ADN et les valeurs de Farmitou. Et donc la croissance, on continue à fond. À ce moment-là, c'est vraiment le volume d'affaires qui est clé pour Farmitou. Et il y a un peu cette course au volume d'affaires qui est aussi le business plan qu'on a vendu à nos investisseurs et l'objectif de créer une grosse boîte et de devenir un leader européen de vente d'équipements agricoles. Et donc là, on est début 2022 et pour Farmitou, c'est la grande époque. On réalise plus de 13 millions de volume d'affaires. On est une équipe de plus de 90 personnes avec 10 nationalités différentes. Et puis le site Farmitou, c'est 450 partenariats, 250 000 références sur le site. Donc on est à la fois super content et on a envie de continuer comme ça. Sauf que tout se passe pas forcément comme prévu ou anticipé. À partir de mai 2022, c'est aussi le moment où il y a une hausse des taux d'intérêt. Il y a des États-Unis, on entend beaucoup de personnes et investisseurs qui recommandent de conserver au plus sa trésorerie. Et à cette époque-là, on est plus dans une logique de hausse du volume d'affaires en étant un peu moins regardant sur l'EBITDA de Farmitou. Et on se rend compte que il faut qu'on fasse un maximum pour préserver notre trésorerie, pour donner un petit peu plus de temps à Farmitou avant une prochaine opération financière qui, dans tous les cas, sera obligatoire. Donc on fait un premier gros licenciement économique où on passe à une 60aine de personnes. Et il s'accompagne aussi de la fermeture de pays, donc l'Espagne et les Pays-Bas qu'on avait ouverts il y a quelques mois, et l'Italie aussi, qui était un pays historique pour Farmitou, mais qui fonctionnait un petit peu moins que les autres pays. Et donc on décide de se refocaliser vraiment sur les pays qui marchent. On est obligé de prendre cette décision en tant qu'entrepreneur, même si c'est une décision qu'on n'a pas envie de prendre et qui est forcément super compliquée. Mais on se dit que ça nous permet de voir un petit peu plus, de gagner un petit peu plus de temps et puis relancer d'autres projets sur la focalisation de notre métier. Donc on passe ce moment qui est compliqué avec les équipes et on est aussi super agréablement surpris de voir que les équipes nous en veulent pas du tout, mais au contraire, sont super contentes d'avoir participé à l'aventure Farmitou et qui souhaitent aussi le meilleur pour la suite et qui comprennent cette décision. Donc je pense que à ce moment-là, ça nous conforte dans le fait que ce soit une décision dure, mais que ce soit la bonne décision. Et donc on est été 2022 et après ce premier licenciement économique, on a envie de
de donner un petit peu de baume au cœur à nos équipes. Et donc, on remet tout un tas de projets en place aussi. Et là, c'est une période où on doit à la fois changer totalement notre stratégie, parce qu'avant, on était vraiment dans une stratégie d'acquisition de volume d'affaires. Là, on commence à, bien sûr, faire très attention à la marge, mesurer la marge et vouloir augmenter notre marge, mais on est quand même dans une double stratégie de continuer à générer du volume d'affaires et derrière arriver un petit peu plus vers de la rentabilité. Donc on fait attention à notre structure de coûts, on fait très attention aux personnes qui sont là et limiter au maximum les recrutements. Et puis à la fin, on fait des tests de un petit peu plus de hausse de prix, un petit peu moins de dépenses web marketing, mais vraiment avec cette perspective de repartir sur le bon pied avec des pays qui fonctionnent bien, la France et l'Allemagne. Et donc on sait que on va avoir besoin une nouvelle opération financière dont on discute beaucoup avec nos investisseurs. Donc là, on arrive début 2023 et on discute ensemble du projet qu'on veut faire pour Farm.MeToo qui fonctionne bien à cette époque-là et pour lequel on doit encore démontrer une augmentation de la marge. Et là, on a une période qui dure 3 mois avec nos investisseurs où on se voit toutes les 2 semaines. On fait des boards toutes les 2 semaines pour se poser la question de quelle sera la suite de Farm.MeToo et est-ce qu'ils vont nous accompagner et dans quel cadre. Et en fait, au mois de mars, ils nous annoncent qu'ils vont pas suivre sur cette opération avec Farm.MeToo. Et donc là, avec Grégoire, on est un peu au fond du trou parce qu'on se dit en fait... on est une équipe de 60 personnes. Si on n'a pas de solution d'investissement, il y a plus de boîte. Et en fait, ange gardien au-dessus de nos têtes, on a 2 de nos investisseurs qui sont prêts à réinvestir dans la boîte, et cette fois dans une stratégie qui est totalement différente, qui est de amener la boîte totalement rentable et donc ne plus regarder le volume d'affaires de Farm.MeToo, mais vraiment se concentrer sur notre marge et puis l'EBITDA. Donc il s'accompagne d'un second licenciement économique où cette fois on diminue les équipes à 20 personnes pour maintenir l'activité et maintenir la charge opérationnelle tout en essayant d'aller un peu plus loin dans des projets qui sont plus liés à la marge. Donc, on lance de nouveaux services pour nos fournisseurs. On ouvre une nouvelle catégorie de produits sur le site. Et finalement, en fait, les équipes et nous, on est assez rassurés par cette phase-là parce que c'est une phase qui est beaucoup plus saine, de retomber un petit peu sur ses pattes et de se dire, je dépense pas à tout va et je me mets dans j'assainis la boîte, je me mets dans un mode beaucoup plus sain. Le vrai business finalement, c'est de fonctionner avec une boîte rentable, et je pense que ça, on s'en rend compte à ce moment-là que on a été dans un mode de levée de fonds à fond, mais que finalement la vraie vie c'est plutôt une boîte saine. Donc ça nous fait repartir au mois d'avril 2023 avec les 20 personnes qui sont chez Farm.MeToo, et toujours les mêmes pays qui sont ouverts. À cette époque, on teste plein de choses. On a des algorithmes qui sont assez puissants pour comparer les prix, pour ajuster automatiquement les prix, pour avoir les meilleurs taux de marge.
Donc on augmente beaucoup la marge de Farm.MeToo en augmentant les prix, en faisant payer les frais de livraison, en négociant beaucoup aussi avec nos fournisseurs qui nous accompagnent et en diminuant les dépenses web marketing. Et de manière assez classique et logique, le volume d'affaires diminue. En revanche, la marge qu'on fait sur le business a rien à voir. Et donc, c'est une première petite victoire aussi pour nous. Et on est assez fiers de suivre cette trajectoire-là. On l'accompagne en parallèle d'une conciliation bancaire pour décaler nos emprunts bancaires et avoir vraiment une structure de coûts et de dépenses qui soit saine, nous permettre de se donner un petit peu de temps pour redresser la boîte et pouvoir payer a posteriori ces emprunts bancaires. Et en fait, les tests continuent. Il faut se dire que tous les mois, on change de test, on essaye de nouvelles choses. Les équipes sont par moments très motivées de lancer de nouveaux projets. Et puis, par moments, il y a quand même un sentiment de ras-le-bol aussi, de se dire que on court après la marge et après des tests qui sont pas forcément toujours fructueux. On se dit que en fait, on a envie de tenter un peu une dernière chose avec Farm.MeToo parce que à ce moment-là, donc on est en septembre 2023. On sent que les tests qu'on fait réagissent pas forcément toujours bien et on commence à avoir un petit peu une défiance de notre propre modèle finalement, de se dire que on est un site de e-commerce avec forcément une marge qui est un peu limitée, qu'on a besoin de beaucoup de volume pour pouvoir arriver à des niveaux de rentabilité qui soient intéressants, mais que derrière, pour avoir beaucoup de volume, on est obligé de faire beaucoup d'acquisitions et de dépenses sur Google pour que ça fonctionne. Donc on a un peu une sorte de perfusion à Google et une très forte dépendance envers ces dépenses web marketing qui, lorsqu'on les diminue, notre volume d'affaires presque automatiquement chute. Et cette dépendance, on a du mal à créer du réachat chez nos clients parce que c'est un secteur qui est quand même assez concurrencé où il y a beaucoup de recherche du meilleur prix et donc finalement soit on arrive à être très gros soit lorsqu'on diminue un petit peu il y a un peu moins d'intérêt. Malgré tout, on sait que l'outil qu'on a construit, Farm.MeToo, c'est un super site qui fonctionne très bien avec beaucoup de techniques, beaucoup de data, qu'on a des très bons partenariats avec des fournisseurs de matériel avec lesquels on s'entend super bien, et on a une belle base de plus de 100 000 clients. Et donc là, on se dit que on a une dernière chose, dernière carte un peu à jouer pour Farm.MeToo, qui est de tenter de vendre Farm.MeToo à une plus grosse structure ou un concurrent qui pourra récupérer le site et continuer de faire vivre le site. Et donc on est accompagné par une banque d'affaires. On prend cette décision-là en novembre 2023 avec la décision forte de mettre la boîte rentable et donc de faire un troisième et dernier licenciement économique qui est pas facile pour nous, et surtout on est un petit peu fatigué de ces licenciements économiques, et les équipes aussi elles continuent de nous accompagner avec honnêtement beaucoup de sérieux aussi et toujours de l'implication. Et donc on rentre dans ce process de vente de la société à partir de janvier 2024. Il y a de l'intérêt dans le secteur pour Farm.MeToo et pour l'outil, pour la boîte, pour la manière dont on l'a fait. Et on a surtout un peu
aussi réussi à entrer dans un secteur agricole qui est assez fermé et sur lequel il y a un nombre d'acteurs qui est assez limité. Donc, ça suscite aussi de l'intérêt, des interrogations. Et donc, on rencontre plusieurs potentiels acheteurs qui ont les moyens de faire perdurer Farm.MeToo. Le sujet, c'est que Farm.MeToo a de la valeur et Farm.MeToo coûte cher. On a de la dette bancaire, on a un précédent tour d'investissement. Et puis la valeur, elle se situe aussi avec Grégoire. Et donc, de potentiels acheteurs n'imaginent pas pouvoir récupérer le site Farm.MeToo sans nous. Et on n'arrive donc pas à trouver d'offres qui soient assez intéressantes pour nous et pour Farm.MeToo. Et c'est vrai que la structure coûte cher. Et donc en mai 2024, on prend, n'ayant reçu aucune offre qui nous plaisait, on prend la décision de se déclarer en cessation de paiement avec Grégoire. Et donc là, c'est un process plus juridique et administratif où on souhaite faire un redressement judiciaire et surtout tout faire et tout donner pour amener une suite, bien sûr, à Farm.MeToo et aux employés qui sont là. Et en fait, le redressement judiciaire ne fonctionne pas. Faut s'imaginer au tribunal, c'est assez impressionnant en fait d'être au tribunal, c'est hyper haut de plafond. Et t'as vraiment un président, des juges, un procureur, un greffier. Donc c'est assez intimidant pour un entrepreneur de se retrouver là aussi. Et donc ce redressement ne fonctionne pas et la demande de redressement est refusée parce que on a bloqué un certain nombre de paiements et de paiements importants. Et donc on décide de payer les paiements importants et de refaire une demande de redressement judiciaire, mais qui arrive 3 mois plus tard avec l'été, avec beaucoup de licenciements aussi sur le secteur, avec les Jeux Olympiques aussi. Et à ce moment-là, on n'a pas le choix que de demander une liquidation judiciaire, puisqu'il ne nous reste plus ces 6 à 9 mois de trésorerie pour la période d'observation. Et donc, on fait notre demande de liquidation judiciaire en fin août. Et donc, après, c'est un peu bizarre parce qu'on n'est plus maître à bord après une liquidation judiciaire. Donc, il y a à la fois un sentiment un peu de soulagement, je dirais, parce que ça met un petit peu un terme aux derniers mois et aux dernières semaines qui étaient assez complexes. Et à la fois un petit peu forcément de tristesse et d'émotion. À ce moment-là, la liquidation judiciaire, effectivement, ça signe la fin de Farm.MeToo et il y a forcément une part de soulagement que ça arrive à bout et que ça se termine, mais aussi de la tristesse de terminer cette belle aventure. Et je pense que je parle vraiment de belle aventure parce que sur le papier c'est une liquidation judiciaire bien sûr, et il y a eu des investissements d'investisseurs qui ont été perdus. Malgré tout, ça reste une boîte de 7 ans pendant laquelle on a généré plus de 30 millions de revenus pour des entreprises françaises et européennes dans le secteur agricole, avec 100 000 clients qui ont trouvé leur matériel à des prix justes sur Farm.MeToo, et puis une équipe qui a toujours été très soudée avec
de très belles valeurs et une super belle ADN. Au total, on a eu, alors je sais pas exactement, mais on a eu plus de 200, voire 250 personnes qui sont passées par Farmitou. Et ce qui est très valorisant, c'est de voir que aujourd'hui tous ont des postes dont ils sont contents et pour une partie on voit que l'expérience chez Farmitou les a totalement changés, soit parce qu'ils ont pris de l'expérience et du galon et des meilleurs salaires dans leur poste, voire même on en a certains qui sont eux-mêmes devenus entrepreneurs aussi. Donc c'est vrai que quand on est dirigeant de boîte, de voir qu'on a des employés qui deviennent entrepreneurs par la suite et que on a pu leur transmettre cette passion, c'est super valorisant. Et puis de notre côté, avec Grégoire et Pierre, c'est vrai que ça faisait quelques mois qu'on voyait aussi la liquidation arriver. Et donc on a commencé à se poser des questions, bien sûr, pendant l'été, et se dire un petit peu qu'est-ce qu'on voulait faire. Moi, ça faisait depuis le mois de mars que j'étais accompagnée par une super coach d'entrepreneur que je vois toujours et qui est absolument géniale et qui m'a permis de aussi prendre conscience de la valeur de Farmitou et de la richesse de cette expérience aussi. Et puis, du coup, j'ai commencé une nouvelle activité où je continue de travailler avec Denis Fayolle pour l'accompagnement pour ces futures startups qui continuent de créer. Et je deviens DG de transition d'une structure qu'on est en train de créer avec une banque dans le secteur de la retraite et des finances personnelles. Donc je suis très contente de cette nouvelle étape et de voir qu'aujourd'hui, forcément, j'ai toujours cette envie entrepreneuriale malgré les nombreuses péripéties qu'on a pu connaître. Et à côté, je coach aussi 2 entreprises de chez Make Sense dans l'impact social qui me tient toujours très à cœur. L'entrepreneuriat, c'est quand même une sacrée aventure et que il faut savoir pourquoi t'entreprends et entreprendre pour les bonnes raisons. Et je dirais qu'avec mes associés Grégoire et Pierre, ce qui a bien fonctionné, c'est vraiment notre association et que tous les 3, on était des passionnés à la fois d'entrepreneuriat, mais aussi par notre sujet. Et je pense que c'est ça qui te donne cette envie d'aller jusqu'au bout. Et surtout la résilience qu'on a pu avoir par rapport à Farmitou, parce que en fait on aurait pu arrêter avant en soi, mais vraiment tous les 3 on a fait le choix de continuer d'aller jusqu'au bout et de faire tout notre possible. Et je pense que ça aurait pas forcément été le cas si on n'était pas passionné ou qu'on n'entreprenait pas pour les bonnes raisons. On n'est jamais pleinement préparé à planter sa boîte. Alors informer, accompagner les dirigeants, les indépendants, c'est notre mission avec Planté et c'est aussi la mission de notre partenaire, l'association GSC, l'assurance perte d'emploi des dirigeants d'entreprise. Merci donc à la GSC de nous donner les moyens de faire entendre ces témoignages en héritage à la nouvelle génération d'entrepreneurs. Au fil des épisodes, vous aurez au moins une certitude. Quand on plante, on repousse. Planté.